Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 exercices à faire ou des pistes de réflexion liées à l'anxiété. Donc, gardez à l'esprit que le défi Psychoctober a une vertu éducative, donc ça ne remplace pas une psychothérapie. Ce que je vais vous enseigner ici, ce sont des genres de grandes lignes directives sur les exercices qu'il est possible de faire. Mais ce genre d'exercice-là, appliqué dans le particulier, va gagner à être bien ajusté là, avec la personne en consultation. Et gardez en tête qu'ici, je vous donne les grandes généralités, les grands principes directeurs. Donc, il est possible que soit vous l'ayez déjà fait, ces exercices-là, et que vous souffrez encore d'anxiété. Il est également possible que vous les ayez essayés et que ça ne marche pas pour vous, que ce n'est pas les bons exercices pour vous. Donc, c'est pour ces raisons que je vous mentionne qu'il s'agit de grandes généralités. Je ne parle pas de vous spécifiquement dans la vidéo, je parle de en général. Et dans le cadre de la vulgarisation psychologique, professionnelle et scientifique, on n'a pas le choix que de prendre des raccourcis. Mais chacune de mes interventions se voudra modérée et aura pour but d'essayer de vous protéger, de vous équiper de certaines bases de concepts pour transformer, vous savez, le savoir universitaire, parfois très complexe ou abstrait. On va essayer de l'amener vers 6 exercices pratico-pratiques. Vous pourrez me dire en commentaire lequel des exercices vous avez découvert dans la vidéo. Si vous voulez aller un pas plus loin, soit en me questionnant là, sur plus de détails reliés au contenu même de la vidéo d'aujourd'hui, je vous rappelle que sur mon site internet, il y a un espace spécialement pour ça. Ça s'appelle Questions confidentielles. Vous pouvez poser les questions là-dessus et avoir l'assurance que je vais répondre dans mon live de la semaine, dans mon groupe privé. Et comme ça dit questions confidentielles, ça veut dire que je vais protéger votre confidentialité. Il n'y a que moi qui va voir que vous avez posé les questions si vous passez par ce programme. Également, il y a tous mes autres programmes sur mon site web. Et si vous souhaitez être accompagné en psychothérapie ou en consultation individuelle ou en couple, vous pouvez me retrouver en regardant sur mon site web. Tous les détails sur mes coordonnées sont là. Il me fera plaisir de vous envoyer tous les détails reliés à mon cadre de pratique avant même la prise du premier rendez-vous. Donc, c'est vraiment une manière sécuritaire pour vous aider à bien comprendre mon cadre de pratique. Comme ça, si on décide ensemble de fixer un premier rendez-vous, vous êtes déjà protégé, vous savez à quoi vous en tenir. Maintenant que cette petite mise en contexte est faite, on va faire un petit survol d'abord sur des notions associées à l'anxiété avant d'aller dans les exercices. Le premier principe que j'aimerais vous présenter, c'est celui du pilote automatique. Le fonctionnement de la conscience humaine est très influencé par la répétition des choses. Lorsqu'on dort pendant la nuit, on baisse l'activité électrique du cerveau. Puis là, il y a des petites cellules qui s'activent entre les neurones, puis qui taponnent les connexions qui ont servi pendant la journée. Puis là, c'est comme s'ils disaient, les petits oligodendrocytes, là, ils disent tiens, cette connexion-là, le servi aujourd'hui, elle est comme un peu surchauffée, entre guillemets, là, donc, on va y mettre une gaine de protection par-dessus pour qu'elle soit encore plus efficace demain. Donc, ça veut dire que peu importe ce que vous faites aujourd'hui, vous allez être meilleur pour en faire demain. Hey! Ça veut dire que autant votre anxiété que vous faites aujourd'hui, vous allez être meilleur pour faire de l'anxiété demain, que les exercices de régulation de l'anxiété ou de soins de l'anxiété que vous allez faire aujourd'hui, même si vous ne les faites pas longtemps, ça aussi, vous allez être meilleur demain. Puis là, en utilisant l'effet de levier du jardinier, un petit peu de soin chaque jour. On retourne au jardin, on arrose, on enlève les mauvaises herbes, on remet de la terre, on enlève les insectes, on remet de l'eau, on remet du soleil, on remet... Donc, comprenez que à force de faire ces petits soins-là, un moment donné, à mi-saison, donc quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, première récolte. Il faudrait le voir un petit peu comme ça. Pour corriger un pilote automatique, ça va prendre pas juste une affaire à faire, là, je fais ça, puis là, c'est réglé. Il faut plutôt adopter le regard du jardinier qui va cultiver des connexions, des circuits à l'intérieur de son cerveau qui va favoriser le bien-être ou, à tout le moins, le fait de sécuriser son anxiété.
Je me suis pris quelques notes à côté. Donc, vous comprenez que c'est par la répétition que s'organisent les habitudes. Puis, à force de consolider certaines des habitudes, là, c'est tellement difficile d'apprendre une nouvelle chose que l'on essaye, OK, on comprend un peu quelque chose, là, ça s'allège un peu. Puis là, à force de répéter puis d'alléger, ça devient facile. Puis là, maintenant, ça devient tellement facile que ça devient dans notre pilote automatique, dans notre angle mort, là, qui fait qu'on ne sait même pas comment on pourrait l'expliquer, le fait que je suis capable de faire ça. Parfois, en consultation, j'ai des clients qui vont me dire, je comprends pas trop qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça, là, cette affaire-là là, d'automatisation. Puis là, je leur dis, quand tu es rentré dans le bureau tout à l'heure, tu as fait une chute contrôlée vers l'avant, puis ça semblait même pas difficile pour toi. Puis là, le patient dit, quoi? J'ai pas fait une chute contrôlée vers l'avant? Ben oui. Ben oui, je t'ai vu, là. Je t'ai allé te chercher dans la salle d'attente, tu t'es levé, tu as fait une chute contrôlée vers l'avant, vers moi, puis tu t'es assis sur le divan de consultation. Ah, il dit moi, j'appelle ça marcher. Puis là, ah, OK, c'est tellement rendu facile pour toi faire une chute contrôlée par en avant que il ne te viendrait même pas à l'idée d'appeler ça chute contrôlée vers l'avant. Tu appelles ça marcher, puis tu le fais automatiquement. Ben moi, c'est un petit peu la même chose. Et j'ai été surpris quand j'étais jeune. J'étais dans un camp de jour, je pense que j'avais 8 ans. J'étais dans un camp de jour, puis il y avait un animateur qui jouait de la guitare, puis qui chantait en même temps. C'est la première fois que je voyais quelqu'un jouer de la guitare et chanter en même temps. Puis là, je m'approche de lui, puis je regarde comment il fait, puis je me disais, ben voyons donc, comment il fait pour bouger tous ses doigts là-dessus? Les deux mains font même pas exactement en plus la même chose comme ça. Lui, il fait ça comme ça, puis lui, il fait ça comme ça. J'ai dit, comment tu fais pour faire ça, puis chanter en même temps, puis te souvenir de la toune, puis de où mettre tes doigts? Puis là, il m'avait dit quelque chose comme, ben, ça vient automatique. On y pense même plus à où on met nos doigts. Hein. On fait juste faire la chanson. Puis là, moi j'avais 8 ans. Hein. J'avais rien compris dans son explication. Je me suis dit, un jour je vais peut-être comprendre, mais là je comprends rien. C'est vraiment fucké. Mais il faisait des bonnes chansons, par exemple. Ça, je savais. Donc, je prends le temps de vous rapporter. C'était quoi la chanson? C'était ils se sont cachés quelque part dans les nuages. Ils se sont posés à quelques pas de moi. Je ne sais pas si vous la connaissez. Tranche de vie. Donc, ça m'a bien fait rire. Ça. Réactivation de souvenirs. On retourne en anxiété. Donc, le pilote automatique va se former à l'intérieur de soi parce que c'est relié avec un mécanisme de survie. N'y a-t-il pas meilleure preuve que ça marche pour survivre, le fait de faire ce qu'on a fait hier, que d'être présent? La preuve, je suis là! Donc c'est sûr que ça a marché à survivre ce que j'ai fait hier. On pourrait dire que la biologie ne va pas aller chercher plus loin que ça à un stade primaire. Mon système nerveux autonome, il apprend de cette manière-là, le vôtre aussi. Il consolide les expériences acquises, puis il se dit, c'est pratique, on permet de survivre. C'est pratique, on permet de survivre. Et là, par-dessus les réactions du système nerveux, quand on commence à entrer dans des propriétés un peu plus associatives, larges du système nerveux, là, on va commencer à appréhender des conditions similaires à on dirait que je me sens comme ça. On dirait que cette affaire-là, ça ressemble à l'affaire que j'ai eu peur. On dirait que si je fais ça, ça me rappelle la fois où l'autre personne a été exclue de la tribu. On dirait... Donc, cette capacité-là d'association affective a également continué de progresser jusqu'à une capacité conceptuelle d'abstraction qui est capable de mentir. Hein, les pensées cognitives, les fonctions exécutives supérieures, on est capable de faire pivoter même des objets mentaux et de se représenter des objets fantasmatiques. Et c'est pas vrai. Comme présentement, vous n'écoutez pas Paul Simard, psychologue. Vous êtes en train d'observer des particules de lumière sur un écran qui repose sur un code numérique qui, lui, est stocké sur un serveur à quelque part, tout dépendant où vous êtes dans le monde, il est stocké sur un serveur différent. Et lui, il a été produit par moi qui suis devant ma caméra et mon micro. Mais là, dans le fond, vous prenez l'information comme si j'étais devant vous. Mais en réalité, c'est une recomposition, un peu à l'image de notre imagination, qui ne nous présente pas une image de la réalité, c'est une recomposition perceptuelle. On bouche des trous avec ce qu'on en pense ou nos souvenirs antécédents. On a toujours tendance à repatcher des trous pour faire un sentiment de cohérence globale. Mais les sentiments, c'est manipulable. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, sur la manipulabilité du sentiment.
Puis le sentiment de cohérence de soi peut être préservé même devant des faits qui démontrent que non, c'est pas ça, c'est pas ta croyance finalement. On a changé les indicateurs là, pendant que tu regardais par là, on a changé ça. Puis là, oui, 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 je reconnais encore, c'est lui le criminel. Vous êtes sûr? Regardez le juré. Puis là, pendant qu'on regarde le juré, il change le criminel avec un autre gilet, c'est une personne d'une autre ethnie. Puis là, il dit vous avez testé vraiment que c'est lui la personne criminelle? Puis là, la personne dit ben oui, ben oui. Ben, tu sais, écoute, là, je l'ai identifié là 2 secondes. Il y a une personne qui est assise là. Donc, c'est sûr, même si c'est pas la même ethnie, pas le même gilet, la personne, elle persiste là-dedans. Donc, le sentiment de croyance associé avec des aveuglements d'appréhension. Et là, on en saisit la nature imparfaite liée à la survie. Et ça ouvre la porte sur l'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est une réaction automatique de défense contre un danger potentiel. Donc, potentiel, possible, peut-être, probable, potentiellement à venir, ça me rappelle quelque chose du passé qui pourrait se reproduire, c'est interprétable, non factuel, non réaliste dans le fond. Même si c'est fort probable que ça arrive, là, si tu es en train d'arriver là, non, mais on dirait que ça se pourrait que... L'anxiété et le stress, c'est souvent défini de la même manière, puis il y a juste la fin qui change. Je vous dis la définition du stress et ensuite de l'anxiété. Le stress, c'est une réponse adaptative de mon corps qui se prépare pour répondre face à un danger réel, imminent. Là, il y a quelqu'un qui me crie dessus ou il y a un orignal qui me fonce dessus. Donc, il y a un réel danger. Là, tout de suite là. Puis l'anxiété, c'est une réponse adaptative de mon corps qui se prépare à réagir face à un danger potentiel, peut-être au cas où, en théorie. Et on dirait que c'est comme si... Donc, comprenez-vous la nature ici entre imminent, réel et potentialité, abstraction? Bien, essentiellement, ici, on a le cœur de l'anxiété. C'est que c'est une vraie réponse du corps. Pareil comme dans le stress. Mon corps répond pour me protéger, autant que dans le stress. C'est la même hormone d'ailleurs, les mêmes cortisol, l'adrénaline. Mais c'est l'objet de cet accord-là du système nerveux dans l'environnement ou dans l'objet imaginaire qui va nous informer de la différence entre le stress et l'anxiété. Mais la réaction intérieure, la réaction de faire face à une menace, c'est la même à l'intérieur. Il y a une fonction de comme si on dirait. Donc, il faudrait vérifier. Plus vite que vous allez aller vérifier, y en a-tu un danger? Plus vite que vous allez pouvoir vous calmer. Mais ça ne veut pas dire se calmer instantanément. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Aller vérifier s'il y a un danger? Bien, ça va dépendre du type d'anxiété. Je vous donne un exemple. Mettons quelqu'un qui a une anxiété sociale. Il n'est pas bien dans les foules. Je vous parle de moi, là. Donc, le fait de me sentir pas bien dans une foule, ça fait lever en dedans de moi une réponse comme s'il y avait un danger dans une foule. Je suis pas bien, là. Je suis pas bien, là. Là, je me sens pas bien, puis là, qu'est-ce qui se passe? On dirait que j'aime pas ça, moi, avoir plein de monde autour comme ça, là, sans aucune raison, sans aucun but qu'hier. Là. Je sais pas trop comment ils vont réagir. Là. Puis en plus, moi, je sais en théorie comment ça marche, la psychologie des foules. Fait que je sais que c'est pas toujours fiable, puis ça peut être dangereux, une foule en panique. Fait que... Mais dans la réalité, là, ici et maintenant, est-ce qu'il y a un danger? Donc là, je pourrais débarquer puis vérifier. Je débarque de mon pilote automatique. Je dis merci de me protéger, pilote automatique. Là, je regarde la réalité. Ben là, dans la réalité, non, tout le monde est coordonné, tout le monde est calme. Puis s'il y avait des... Oh non! Là, il y a du monde là-bas qui crie. Ben là, maintenant, c'est comme si mon anxiété m'avait préparé à faire face à ce stress-là. Fait que là, je pourrais peut-être mettre en place une meilleure réponse adaptative. L'anxiété, si c'est un phénomène normal, comme on a vu, de préparation du corps à répondre, j'aimerais vous rappeler que ça peut être également une maladie, un trouble, un handicap, une perturbation sévère. C'est pas parce que l'anxiété, c'est normal également qu'il faudrait invalider la souffrance liée à l'anxiété. Il y a une véritable souffrance à être anxieux. Mais l'objet de l'anxiété, lui, il n'est pas toujours vrai. C'est pour ça qu'il faut savoir faire la part des choses en allant consulter parfois un professionnel de la santé pour qu'il fasse une évaluation rigoureuse si
vous pensez que vous n'avez pas une anxiété de type normal, entre guillemets, et que ça commence à être une sorte d'anxiété qu'on pourrait dire anormale, entre guillemets, même si j'aime pas ça, le mot normal ou anormal, c'est pour vous situer sur des distributions là, de population, mais le côté anormal de l'anxiété, c'est comme je vous ai dit, c'est le côté difficulté adaptative qui dépasse mes capacités. Ça peut devenir un handicap fonctionnel, ça peut devenir un trouble, ça peut devenir une maladie. Donc, gardez à l'esprit qu'il y a une différence entre anxiété et trouble anxieux. Si ce serait seulement ça que vous gardez de la définition, ça pourrait être très, très bien. Puis, il y a tout un continuum qui peut se promener entre les deux. Puis, les conseils que je vais vous donner, s'ils sont à portée générale, ça veut dire qu'ils s'appliquent à l'anxiété générale et pas forcément aux troubles anxieux. C'est pour ça que si vous êtes en train d'écouter la vidéo puis que vous dites « Oui, mais moi j'ai un trouble anxieux, je fais de l'anxiété. » Il va-tu nous les dire, ces maudits trucs de tout à l'heure? Je vais vous les dire, mais il est possible que pour un trouble, les conseils généraux ne s'appliquent pas et ne soient pas satisfaisants pour vous. Parce que s'il y a un trouble, une perturbation fonctionnelle, vous allez probablement avoir besoin d'un plan de traitement spécifique sur votre situation. Mais si vous voulez approcher l'anxiété de manière générale, sans que ça passe spécifiquement par la nature d'un trouble, par sa nature juste normale. C'est quoi la fonction normale de l'anxiété qu'on peut réguler? Bien, possiblement que ça va vous aider même à voir plus clair ensuite dans la nature du trouble ce qui reste. On ne peut pas garantir un résultat absolu en psychologie. C'est pour ça que j'essaie de faire beaucoup de mise en contexte. Mais si j'avais à vous présenter enfin les 6 exercices que je vous ai teasés depuis le début, on va les séparer en 2 catégories. Il va y avoir 3 exercices liés à la réduction de l'expérience de stress ou le langage est imparfait. On pourrait dire réduction de l'expérience de menace ou de tension, mais à des fins de vulgarisation, on va dire réduire l'expérience de stress, faire baisser ça. Puis il va y avoir 3 exercices de restructuration des pensées. Le premier exercice que je vous conseille de faire si vous avez de l'anxiété, et ça ne sera peut-être pas possible si vous faites un trouble anxieux, mettons de l'agoraphobie, si vous souffrez d'un TAG, si vous souffrez d'un trouble anxieux généralisé, si vous souffrez d'attaque de panique. Ce n'est pas exactement les mêmes conseils. Donc, on reste dans le contexte général. De manière générale, vous pouvez prendre soin avec des exercices d'activité physique. Parce que quand une personne est tendue et qu'elle a plein d'hormones de stress, de cortisol, d'adrénaline à l'intérieur de son corps, c'est peut-être pas à ce moment-là qu'il faudrait dire « Ben voyons, relax, détends-toi, respire là, OK? Respire. » Non, elle va pogner les nerfs encore plus, la personne. Donc, peut-être que ce serait bien de dépenser cette hormone de stress-là. En faisant de l'activité physique un élément de notre mode de vie de manière régulière. Donc, ce qui est avéré bon dans l'activité physique, c'est l'activité physique régulière et modérée. C'est tellement puissant de faire de l'activité physique de manière régulière et modérée que ça a des protections, des vertus protectives au niveau du fonctionnement cognitif pour les personnes en déclin des capacités cognitives, notamment avec certaines maladies là, de déclin. Parce que l'activité physique favorise une bonne oxygénation, une bonne vascularisation, circulation du sang, et c'est ces petits vaisseaux-là qui vont nourrir des aires cérébrales assez avancées, qui sont très gourmands en énergie d'ailleurs. Donc juste le fait de faire de l'activité physique régulière, modérée, vous ne le verrez pas au quotidien peut-être l'impact de ça, mais vous êtes en train de créer des facteurs de protection. Donc, il y a plusieurs manières de l'intégrer. Là, je vous ai parlé d'intégrer l'activité physique dans une routine régulière et modérée. Il y a également l'activité physique, on pourrait dire ponctuelle. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui ont une crise d'anxiété, bien là, ils vont aller faire des montées puis des descentes de marche pendant 20 minutes. Parce que ça brûle beaucoup d'énergie. Les gros muscles de cuisse, là, ça brûle le cortisol. Donc, ça va peut-être donner une chance au système de l'évacuer plus fortement que si j'essayais de l'endurer, ou de lutter contre, dans lequel, quand je lutte contre mon anxiété, je l'amplifie. Parce que là, mon anxiété, je dis « Ah, j'aime pas ça, l'anxiété! » Là, mon corps, lui, tout ce qu'il comprend, c'est que je suis en résistance. Fait qu'il dit « D'accord, tête, j'ai compris que tu es en résistance. Je vais t'aider pour nous sortir du pétrin. Là, voici de l'hormone de stress, du cortisol, pour nous aider à nous sortir de ce problème. »
Puis là, la tête, elle reçoit la dose de cortisol, puis elle dit « Ah! Je me sens vraiment pas bien avec ça! » Fait que là, le corps, il reçoit ce message-là, il dit « Ah! J'ai compris que tu te sens pas bien. Voici de l'hormone de stress pour t'aider à nous sortir de là. » Puis là, la tête « Ah! Ah! J'aime vraiment pas ça! Ah! J'ai compris que tu es dans le pétrin. Voici de l'hormone de stress pour nous sortir du pétrin. Ah! » Non, donc, vous voyez, c'est sans fin. Il y a des gens qui vont s'auto-déclencher comme ça en continu parce qu'ils ne laissent pas jouer son rôle de base à la réaction nerveuse qui veut me sauver la vie. Donc, on fait de l'activité physique. On a compris ici qu'il n'y avait pas de danger si on parle d'anxiété. Mais s'il y avait un stress réel, puis que vous êtes sénère, tant mieux. Vous êtes déjà prêt à fuir, combattre ou figer. Mais s'il n'y en a pas de menace, OK. Là, je vois qu'il n'y a pas de menace. Peut-être que ce serait bien que je fasse dépenser cette énergie-là avec de l'activité physique. Ce serait peut-être bien que je planifie ça dans mon horaire pour l'installer de manière régulière et modérée. Deuxième exercice que je vous propose, c'est celui de vous exposer à des gens ou à des environnements calmes. C'est un concept, ça, qui est beaucoup étudié en épigénétique et notamment avec le concept d'exposition sur le primat de l'environnement. C'est-à-dire que ce à quoi vous vous exposez va vous imprégner. Vous savez, quand on rentre dans une bibliothèque, là, c'est silencieux. On dirait qu'il faut faire attention. Ou quand on entre dans des lieux de méditation, des centres de yoga, des lieux de prière, de trucs religieux, il y a comme une espèce d'esprit de solennel, de respect, d'accueil. Bon, ben, quand on s'imprègne là-dedans, ça fait comme, oh, le système nerveux essaye de s'accorder sur ce qui se passe autour. Donc, c'en est une manière, ça, de se relaxer. Il y a des gens qui pourraient faire tout ce qu'ils veulent là, pour se relaxer, puis ils n'y arrivent pas, mais ils vont dans un spa nordique. Puis là, dans le spa nordique, il y a de la petite musique calme. Il y a du bois qui crépite du feu. Il y a le petit bruit d'eau de la chute d'eau. Il y a l'eau chaude qui provoque une sensation, puis on va revenir tout à l'heure, la réorientation de l'attention. Il y a, dans un spa nordique, il y a beaucoup de stock pour nous permettre de nous relaxer. Donc, un environnement propice au calme, s'exposer au calme. Ne restez pas que connecté avec des gens qui sont sur les nerfs. D'ailleurs, moi, je parle vite. Possible que ça vous rend anxieux, ma vitesse de parling. Dites-moi ça en commentaire si c'est le cas. Troisième exercice relié avec la réduction du stress, ça serait exercice de respiration et notamment les exercices de respiration en cohérence cardiaque. Mais j'avoue, moi, que j'explique souvent cet exercice-là en dernier à mes patients en consultation parce que les gens qui sont encore fusionnés sur leur pilote automatique vont dire une réponse comme suit. Ben oui, tu veux que je respire, mais ouais, je respire, là, je respire, regarde, je respire tout le temps, je vois pas ce que tu veux dire, puis là dans le fond, je respire pas correct, t'es en train de me dire je respire pas correct. Fait que dans le fond, il y a une amplification, rétro-attaque de soi, sentiment d'échec sur le fait qu'ils sont tellement habitués de respirer sur le pilote automatique que quand je leur propose de respirer, ça veut rien dire! Ça veut juste dire qu'ils sont pas corrects vu qu'ils le font déjà. Fait que c'est vraiment un exercice que je vais donner, moi, vers la fin de la mise en place d'un plan pour la personne. Donc là, je vous l'aborde de manière générale parce que ça fait partie du physique. Mais probablement que vous allez dire « Ah, je vais sauter à la prochaine exercice. Là, je respire déjà. » Donc là-dessus, il y a plein d'exercices de respiration. Il y a des gens qui appellent ça la respiration carrée 4 temps. Il y a des gens qui appellent ça la respiration abdominale. Il y a des gens qui appellent ça la respiration 8-4-6. Il y a des gens qui appellent ça la respiration cohérence cardiaque. Il y a des gens qui appellent ça la respiration pleine conscience. Mais l'objectif général, ça va être de plutôt que juste rester dans ce que mon système nerveux me dit là, au niveau de la défense, c'est d'être tendu et de prendre des... Bon, ben, on va essayer de volontairement faire un massage à notre diaphragme, là, le muscle qui contrôle la respiration, en faisant des longues, des pleines, on va dire, respirations. Petite pause apnée et on expire.
Là, je le fais en faisant du bruit avec ma bouche. Pas obligé de le faire avec du bruit avec la bouche. Pas obligé de respirer avec la bouche non plus. Ça peut chuter avec le nez. Mais le fait de travailler pleinement votre capacité respiratoire et de l'expirer tranquillement, c'est comme un peu un massage directement sur votre système nerveux pour lui prouver qu'il est en sécurité. Parce que lui, là, votre système nerveux, quand il reçoit la dose d'oxygène comme suit, bon, ben, il envoie des messages à votre cerveau pour dire « Hey, ça va pas! Prépare tout le reste là, du système! » D'ailleurs, il y a des petites cellules spécialisées dans la captation du rythme d'entrée de l'oxygène au-dessus du cœur, qu'ils détectent le taux d'entrée de la vitesse d'oxygène avec votre respiration. Puis c'est lui qui envoie un message à votre, je pense à l'hypothalamus, qui lui va renvoyer un message au cœur à quelle vitesse battre. Puis à votre système nerveux s'il s'active de manière brusque ou pas. Donc, vous avez tout intérêt à volontairement, le petit morceau de pouvoir que vous avez sur votre corps, on essaie de le faire directement sur la puissance respiratoire en disant « Tiens corps, voici une démonstration que là, il n'y en a pas de danger, OK? » Puis je le sais que tu ne me crois pas d'un coup sec, petit écureuil farouche, alors je ne vais pas t'hyperventiler. Je vais juste ralentir. Puis pour vous aider à visualiser ça, le rythme de quand est-ce qu'on prend une inspiration, quand est-ce qu'on fait une expiration, voir bouger quelque chose à l'écran qui n'est pas menaçant. Ben, moi, je trouve que les exercices de cohérence cardiaque sont très bien pour faire ça. Tapez ça sur Google, exercices de cohérence cardiaque. Vous allez en avoir de toutes les sortes, du plus pratico-pratique, billes qui bougent, avec des décors, paysages qui changent, des trucs également qui ont été récupérés par des mouvements New Age un peu ésotériques, style Namasté, et transformés avec les traditions un petit peu dérives spirituelles, que je pourrais dire, mais qui sont des décorations pour vous amener à faire l'affaire physiologique, là. Entrer dans la respiration, c'est un puissant moteur de levier pour le changement de ce que vous allez être capable de conscientiser. Puis là, on va aller aux 3 exercices sur la restructuration cognitive. Donc là, on a baissé notre stress. Normalement, on a récupéré beaucoup plus de ressources cognitives pour mieux réfléchir. Fait que c'est à ce moment-là qu'on va faire des exercices de restructuration cognitive à l'intérieur de nous. Parce que quelqu'un qui est méga pris par l'anxiété puis qui est en crise, attaque de panique, là, même si tu lui dis, décris-moi la différence entre ton scénario puis la réalité. Il ne voit pas la différence, justement. Il va dire, ça va pas, parce qu'il est pris dans sa crise. Ça prend d'abord cette capacité-là avant de faire le travail intérieur. C'est pour ça que je vous ai parlé des exercices sur le corps avant d'aller là. Mais moi, en réalité, ce que je fais, c'est que je saute un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Tu sais, on alterne. Donc, le 4e exercice que je vous propose, c'est un exercice de contemplation, de diffusion, désidentification. C'est comme si on a réussi à se déprendre, puis maintenant, on va prendre une perspective sur l'anxiété. OK, dans le fond, l'anxiété, c'est un film qui est en train de jouer qui me disait « Hey, oublie pas, ça serait terrible s'il se passait ça. » Est-ce que j'ai compris que ça serait terrible s'il se passait ça? Oui. Oui, j'ai compris. Merci, anxiété, de m'avoir averti, hein, d'ailleurs. Quand je check, là, c'est pas un bon contexte pour être déclenché. Mais merci de m'avoir averti. Puis là, par le principe de contemplation, de diffusion, ne plus se chercher soi-même dans le... Je ne suis pas le film d'horreur. Le film d'horreur me traverse. Mais une fois que j'ai laissé jouer son rôle, il peut traverser peut-être même plus rapidement. C'est le pouvoir de la perspective. 5e exercice, toujours lié avec la restructuration cognitive, ça va être le journaling. Faire un exercice d'écriture dans lequel on va écrire, mettons, d'un côté de la feuille, le scénario anxieux que je me fais. Mettons, là, je suis ruiné. Puis à côté, on va mettre une description de la réalité.
Bien, ça pourrait être, par exemple, dans la réalité, je dois faire un paiement de 200 et dans mon compte, il y a seulement 25 cents. OK, fait que là, on va pouvoir comparer la différence entre les deux. Dans mon scénario anxieux, je disais que j'étais ruiné, puis dans la réalité, c'est qu'il y a un paiement de 200 et j'ai seulement 25 cents. Fait que si je m'arrime sur la réalité, n'y aurait-il pas des solutions? Soit je fais annuler le paiement, soit je fais reporter le paiement, soit je demande à quelqu'un de me prêter le 200, soit j'essaie d'avoir une entrée, j'essaie de me trouver l'argent ou de refiler la dette à quelqu'un qui en échange va travailler pour lui. Donc on est rendu déjà à 5 solutions dans la réalité, alors que dans mon scénario anxieux, j'étais ruiné. Hey, 5 solutions versus ruiné. Oh, mais c'est grâce au travail de peut-être de journaling, de faire ça au quotidien là, que vous allez être capable de m'amener de voir la différence entre les deux. Parce que dans l'anxiété, c'est comme mélanger la capacité d'imagination et la réaction de stress. Fait qu'on parle de restructuration cognitive parce qu'on va essayer de démêler les deux. C'est pas forcément un tas mélangé vrai. Ça peut être une fiction et dans la réalité, il peut y avoir des opportunités que je n'avais pas vues quand j'étais pris par les scénarios. C'est pas garanti, mais c'est une des pistes pour essayer de voir si. Puis les gens qui sont anxieux de manière chronique, qui se font des scénarios, ben, à force de cultiver chaque jour dans un journal ces deux colonnes-là, ils peuvent finir par faire des espèces de moyennes de leur journée, peut-être en disant, quand je regarde tous les scénarios de ma journée fictifs, je réalise que je suis souvent dans la peur. Puis quand je regarde toute la réalité de ma journée, ben, finalement, ça s'est bien passé. OK, fait qu'au bilan de ma journée ou au bilan de mon mois, je constate que, ouais, là, c'est beaucoup plus clair pour moi. Là. Maintenant, je réalise que je suis plus tendu souvent que ce que mon corps ou la réalité le demandait. Fait que, OK, je vais essayer de commencer à agir dessus, voir, pour faire des choix différents. C'est pas garanti, c'est pas instantané, c'est pour vous inviter à. Et le 6e exercice que je vous proposerai, qui est toujours lié lui aussi à la restructuration cognitive, c'est la réorientation attentionnelle. C'est un petit peu similaire à la contemplation, perspective diffusion, mais dans le sens où je vais vous proposer d'envoyer votre esprit dans autre chose. C'est comme si on va reconnaître l'existence du scénario anxieux, mais quand on le reconnaît, on passe de ah oui, je reconnais que c'est mon scénario anxieux, puis je sais bien souvent avec les autres exercices que j'ai travaillé que c'est pas exactement la réalité. Donc, mais moi j'ai un projet à faire, hein. Fait que OK, faut que je refocus mon attention sur mon projet. Puis là, il y a un petit dicton dans les perspectives évolutionnistes là, qui dit, écoutez bien, c'est un dicton inspirant, c'est pas forcément généralisable à tout. Ça dit l'esprit humain est un outil à découper des problèmes. Et si tu ne lui donnes pas des problèmes à découper, c'est toi qui vas découper. Donc, c'est comme si, pour représenter de manière poétique le fait que l'exercice de réorientation attentionnelle, c'est de donner à son esprit une tâche sur laquelle il va pouvoir tout mobiliser ses ressources attentionnelles. Mais là, j'entends déjà la critique qui dit « Ouais, mais moi, si je souffre d'un trouble de dépression majeur, de sévérité élevée, avec atteinte fonctionnelle sur ma capacité de travail, je suis pas capable de faire ça. » Puis là, je l'avais prévu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que mes conseils ou les exercices que je vous présente aujourd'hui, c'était pour appliquer sur l'anxiété de manière générale et non pas sur votre souffrance à vous spécifique, ni encore moins comme un traitement universel et exclusif sur un trouble anxieux, ni sur aucun autre trouble. Je vous ai partagé des exercices pour aider à réguler l'anxiété. Je ne vous ai pas appliqué un traitement. Mais si vous voulez un traitement, par contre, venez me consulter ou allez consulter un psychologue. Il va vous en concevoir un expressément pour vous. Puis là, vous saurez vérifier si c'est effectivement cet exercice-là que vous avez besoin. Mais si on fait un petit résumé, 3 exercices de réduction du stress, 3 exercices de restructuration cognitive, activité physique, exposition à des gens ou des environnements calmes, respiration pleine cohérence cardiaque, contemplation diffusion des identifications, journaling comparatif du scénario et de la réalité, et réorientation attentionnelle sur quelque chose qui va créer de la valeur dans votre vie. Bâtissez votre vie.
Puis là, on peut mélanger tous ces exercices-là ensemble, on peut alterner de l'un à l'autre, et puis c'est ça, un plan de traitement rigoureux. Ça va être de concevoir une architecture de service qui tient compte à la fois de vos forces, de vos faiblesses, des opportunités qui se présentent à vous pour pratiquer ces choses-là, mais des menaces aussi qui vous contraignent et vous empêchent de mettre en place ces exercices-là. Donc, vous comprenez que quand on fait de la vulgarisation clinique et scientifique, on doit être modéré. J'espère que vous avez saisi à travers toutes les fois où j'ai essayé de faire entre guillemets et attention qu'il ne s'agissait pas d'une panacée universelle, mais plutôt de 6 guides, des exercices pratiques. Et c'est une des choses que j'entends le plus souvent. Ça va-tu être pratique si je viens de voir? Ben là, je vous en ai donné 6 exercices, là, mais juste pour l'anxiété, moi, je pense que j'en ai une vingtaine. Là. Fait que c'est... Des exercices, il y en a plein. Mais je voudrais essayer de limiter le fait de ne pas faire un spectacle d'exercices pour ne pas créer artificiellement des espoirs qu'il faut juste travailler ça technique. Non, parfois, il faut travailler en profondeur pour être capable d'aller mettre en place un exercice factuel. Donc, dites-moi en commentaire, y avait-il une des 6 exercices qui vous a parlé? Activité physique, exposition au calme, respiration, contemplation, journaling, réorientation pour bâtir sa vie. Y en avait-il une des 6 que vous découvrez? Y en a-t-il une des 6 que vous avez déjà faites? Puis, probablement que vos réponses en commentaire pourront inspirer les autres personnes. Je vous invite à rester prudent dans le dévoilement de vous-même, bien sûr. Et sur ce que j'espère être des sages paroles, parce que c'est pas garanti. C'était le Dr Paul Simard, psychologue, et je vous dis à demain pour la suite du défi Psychoctober.